En 1911, dans l'état désertique du Nevada, à un endroit que les Indiens évitaient depuis des siècles, une découverte a eu lieu qui devait bouleverser l'histoire, mais qui a plutôt été enterrée dans les archives. Un groupe de mineurs extrayant du guano dans la grotte de Lavlac a mis à jour une ancienne couche de terre. Sous une couche de poussière séculaire, ils ont découvert une fosse commune qui faisait froid dans le dos. C'était des personnes inhabituelles. Les squelettes trouvés appartenaient à des êtres mesurant jusqu'à 3 mètres. Leurs os de cuisse ressemblaient à des massues et leurs crânes étaient si massifs qu'ils pouvaient contenir 2 cerveaux humains. Mais le détail le plus troublant a miraculeusement survécu. Sur certains crânes, des touffes de cheveux raides et roux flamèndes. Les Indiens Payout, en apprenant la découverte, n'ont fait qu'acquiescer d'un air sombre. Ce n'était pas une nouvelle pour eux. Leurs anciens transmettaient de génération en génération la légende du peuple Sitekesh, des géants roux et féroces qui venaient de l'océan. Les légendes racontent que ces créatures ne considéraient pas les humains comme des égaux. Pour elles, nous étions de la nourriture. La guerre entre les hommes et les géants a duré des siècles jusqu'à ce que les tribus unies chassent les derniers monstres dans cette grotte et les brûlent vifs en obstruant l'entrée avec des branches enflammées. Il semblerait que voici la preuve. Mais où sont passés ces ossements? Pourquoi ne les voyez-vous pas dans la salle principale du musée d'histoire naturelle? Cela nous amène à la première et la plus sombre partie de notre enquête. Il existe une théorie dont on parle à voix basse dans les cercles académiques. Elle stipule qu'à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, à travers toute l'Amérique, des archéologues trouvaient des centaines de squelettes géants de la butte de Fagao aux grottes du Nevada. Les journaux de l'époque, y compris le réputé New York Times, regorgeaient de titres tels que « Des squelettes d'une race de géants découverts »,« Des guerriers de 3 mètres de l'Antiquité »,« Un géant en armure de cuivre déterré ». Mais ensuite, quelque chose de bizarre se produisait. Des représentants de grandes institutions scientifiques, notamment le Smithsonian, arrivaient sur les lieux, emportaient les découvertes pour études et elles disparaissaient à jamais. La science officielle a adopté une doctrine rigide. L'évolution humaine était linéaire et il n'y avait pas de place pour une race géante dans celle-ci. Le directeur du bureau d'ethnologie, John Wesley Powell, a émis une directive non officielle de détruire ou de cacher tout artefact qui contredisait l'histoire officielle de la colonisation de l'Amérique. Tout ce qui ne correspondait pas au tableau était déclaré mystification, erreur ou maladie. Les sceptiques diront qu'ils n'ont tout simplement jamais existé. Mais pourquoi alors les archives du Vatican, les dépôts fermés des musées et les textes anciens mentionnent-ils constamment ceux qui ont été avant nous? Est-il possible que l'histoire de l'humanité ait été artificiellement réduite en coupant les participants les plus terrifiants et majestueux? Si nous ouvrons les textes les plus anciens de l'humanité, nous verrons que les géants ne sont pas des personnages de contes de fées, mais une réalité historique. Dans la Bible, dans le livre de la Genèse, il y a une phrase mystérieuse. À cette époque, il y avait des géants sur la terre, surtout depuis que les fils de Dieu sont entrés auprès des filles et des hommes. Ils étaient appelés les Néphilim, ceux qui sont descendus d'en haut. Le livre d'Hénoch, un texte apocryphe qui a été exclu de la Bible, les décrit plus en détail. Ce sont des êtres d'une force et d'une cruauté incroyables, enfants des anges déchus, qui ont appris aux hommes la magie, la guerre et le travail des métaux. Ils dévoraient tous les fruits de la terre et lorsque la nourriture venait à manquer, ils commencèrent à dévorer les humains. Les Grecs les appelaient des titans, les Scandinaves des Jötunes. Les Sumériens représentaient leur roi Anunnaki 2 fois plus grand que les mortels ordinaires, tenant des lions comme des chats domestiques. C'est une coïncidence frappante. Des peuples séparés par des océans et des millénaires décrivent tous la même chose. Un âge d'or lorsque les dieux marchaient parmi les hommes et leurs enfants monstrueux qui régnaient sur la terre. Est-ce que simplement une fantaisie collective ou est-ce que le souvenir d'une race réelle qui a dominé sur nous? Pour réaliser pleinement l'ampleur du mensonge historique que nous alimentent les manuels scolaires, nous devons nous transporter mentalement dans les vastes vallées des rivières Ohio et Mississippi. Au XIXe siècle, lorsque les premières vagues de colons blancs avançaient vers l'ouest sauvage, ils n'ont pas trouvé de forêts vierges et de prairies vides. Ils ont découvert les ruines d'une civilisation cyclopéenne incroyablement ancienne. Toute la terre était littéralement découpée par des milliers de tumulus et de remblais artificiels. Ce n'étaient pas des monticules primitifs chaotiques pour les déchets. Ce étaient des complexes géométriques extrêmement complexes. Des cercles parfaits, des carrés ajustés, des octogones réguliers et de longs murs s'étendant sur des kilomètres visibles uniquement d'en haut. La précision mathématique de ces constructions étonne même les géomètres modernes armés de technologies satellites. Par exemple, dans le célèbre complexe de Newark dans l'État de l'Ohio, il existe un gigantesque octogone relié à un cercle parfait par un long couloir.
La surface de cette structure est telle que la grande pyramide de Khéops pourrait y tenir entièrement avec encore beaucoup d'espace libre. De plus, ces structures associées ne sont pas simplement orientées selon les points cardinaux, mais selon des cycles astronomiques complexes de la Lune qui ne se répètent qu'une fois tous les 18-5 ans, qui pouvaient posséder de telles connaissances et de telles forces pour remodeler le paysage d'un continent entier. Les tribus indiennes qui vivaient là à l'époque avouaient honnêtement aux colons étonnés que ce n'était pas leur œuvre. Ils disaient que c'était le travail de ceux qui avaient vécu ici bien avant eux, d'anciens sorciers et guerriers que leurs ancêtres avaient exterminés lors de la Grande Guerre pour la survie. Lorsque des agriculteurs et des archéologues amateurs ont commencé à ouvrir ces tumulus poussés par la curiosité et la soif de profit, ils ont compris pourquoi les Indiens craignaient ces lieux et les considéraient comme maudits. À l'intérieur reposaient les restes d'hommes inhabituels. C'était une race complètement différente que les chercheurs ont ensuite provisoirement appelée les cultures Adena et Hopewell, mais leurs paramètres physiques n'avaient rien à voir avec Homo sapiens. Dans les rapports des historiens de districts du XIXe siècle, des centaines d'ouvertures sont documentées et toutes décrivent le même tableau. Voici un enregistrement typique des archives du comté de Morgan. Un squelette mesurant 8 pieds 4 pouces, soit 2 mètres 54 cm, avec une mâchoire massive à double rangée de dents, un crâne d'une épaisseur et d'une solidité énorme. Dans un autre rapport du comté de Kanawha, une découverte d'un sarcophage en pierre est décrite dans lequel se trouvait un squelette mesurant 7 pieds 6 pouces avec de lourds bracelets en cuivre à ses poignets. Ce n'était pas simplement des tribus sauvages, c'était l'aristocratie, l'élite dirigeante du monde ancien. Les corps des géants étaient souvent trouvés enveloppés dans des tissus d'une complexité incroyable, ornés de milliers de perles d'eau douce et en armure de cuivre. Le cuivre pour cette armure était extrait à des milliers de kilomètres dans la région des Grands Lacs, ce qui témoigne d'une logistique d'un commerce et de routes établies. Mais ce qui était le plus étrange, ce n'étaient pas les objets, mais les os eux-mêmes. Les crânes avaient un arc supérieur anormalement élevé et un front fortement incliné vers l'arrière, ce qui indique un volume cérébral supérieur à la moyenne humaine de 30 ou même 40%. Même le futur président Abraham Lincoln, en passant par Niagara en 1848, a été tellement impressionné par l'ancienneté de cette terre et ses mystères qu'il a écrit dans ses notes. Les yeux de cette race éteinte de géants, dont les os remplissent les tumulus d'Amérique, regardaient Niagara comme nous la regardons maintenant. À l'époque, l'existence des géants était un fait notoire qui ne soulevait aucun doute. Ce n'était pas une théorie du complot, c'était une réalité que n'importe quel agriculteur pouvait toucher avec sa pelle dans son jardin. Mais ensuite, la politique a radicalement changé. Après la guerre civile et pendant la période de reconstruction, le gouvernement des États-Unis avait besoin d'une nouvelle idéologie connue sous le nom de Manifeste du destin. Il fallait justifier idéologiquement que le continent était vide, peuplé uniquement de primitifs nomades, que l'homme civilisé avait tout à fait le droit moral de chasser de la terre. Reconnaître l'existence d'une ancienne civilisation avancée de géants détruisait complètement ce tableau du monde. C'est à ce moment-là que John Wesley Powell, le directeur tout-puissant du Smithsonian Institute, a lancé la machine de destruction de la mémoire historique. Dans les rapports annuels de l'Institut, des enregistrements étranges et effrayants ont commencé à apparaître concernant la perte de collections lors de leur transport par chemin de fer des incendies soudains dans les dépôts, et que les os auraient soi-disant réduit en poussière au contact de l'air. Des milliers de squelettes uniques trouvés dans les tumulus ont simplement disparu des livres d'inventaire à jamais. Les tumulus eux-mêmes ont été impitoyablement démolis par des bulldozers pour construire de nouvelles routes et d'immenses champs de maïs. La grande empire des géants a été effacée de la surface de la Terre 2 fois. La première fois par une catastrophe ou une guerre dans la lointaine Antiquité, et la deuxième fois par la bureaucratie moderne qui a décidé que le passé devait être confortable et sûr. Parmi toutes les étrangetés anatomiques et mutations trouvées dans les tumulus et les grottes, il y a 2 détails spécifiques qui transforment le sujet des géants d'une simple énigme historique en un véritable horreur biologique. Ces détails apparaissent dans les rapports trop souvent et systématiquement pour être une mutation aléatoire ou une erreur de copiste. Il s'agit d'un phénomène connu sous le nom de polydontie, c'est-à-dire la présence de dents supplémentaires, et de polydactylie ou 6 doigts. Commençons par les dents, car c'est la caractéristique la plus troublante. Dans de nombreux rapports de la grotte de Lavlac mentionnée précédemment aux îles Santa Catalina et au tumulus de Floride, les chercheurs décrivent avec un frisson non dissimulé les mâchoires des géants trouvés.
Ce ne sont pas simplement de grandes mâchoires humaines, c'est un mécanisme d'un ordre complètement différent. Les documents mentionnent souvent la phrase double rangée de dents. L'homme moderne a, comme on le sait, 32 dents disposées en une parabolique uniforme. Chez ces créatures, les dents poussaient en deux rangées parallèles denses, rappelant la mâchoire d'un requin. Parfois, cela a été décrit comme une palissade osseuse continue où les dents étaient si étroitement ajustées qu'il était impossible de glisser même une fine aiguille entre elles. Pourquoi l'évolution créerait-elle un tel dispositif monstrueux? La biologie donne une réponse claire et inquiétante. Les dents sont toujours le reflet du régime alimentaire et du mode de vie. Les herbivores ont besoin de meules plates pour broyer. Les omnivores, comme nous ont besoin d'un ensemble polyvalent. Une double rangée de dents massives et aiguisées ancrées dans une mâchoire carrée, avec des points d'attache monstrueux pour les muscles masticateurs, n'est nécessaire que pour une seule raison, la violence extrême. C'est l'outil idéal pour capturer une proie vivante qui résiste activement. La double rangée garantit que même si la victime se débat et se débat à la prise mortelle, ne faiblira pas une seconde. C'est un outil pour déchirer des tissus durs et surtout pour broyer de gros os. Une telle mâchoire est nécessaire à un être qui a besoin d'une énorme quantité de calcium et de calories, un être qui aspire littéralement la moelle osseuse. Cette preuve anatomique transforme les légendes des Indiens sur les cannibales en un fait scientifique tangible. Nous n'étions pas pour eux de petits frères ou des élèves, nous étions une source de protéines. La deuxième anomalie est 6 doigts aux mains et aux pieds. Dans la Bible, dans le deuxième livre des rois, un géant de Gath, frère du célèbre Goliath, est décrit. Le texte dit « Il y avait encore une bataille à Gath, et il y avait là un homme de grande taille, ayant 6 doigts aux mains et aux pieds, au total 24. » Des peintures rupestres dans le canyon de Chaco et à Vieux Pueblo montrent souvent des mains avec 6 doigts levés en signe de salut ou de menace. Des squelettes avec 6 doigts ont été trouvés dans des tumulus à travers l'Amérique du Nord, et souvent ces doigts supplémentaires n'étaient pas des appendices rudimentaires pendant sur la peau, mais de vraies phalanges fonctionnelles avec leurs propres articulations et muscles. La 6e doigt, scientifiquement appelée polydactylie, est un trait génétique dominant. Dans la nature, il est rare, mais chez les géants, il était ancré génétiquement, transmis de génération en génération. Cela confirme encore une fois qu'ils n'étaient pas simplement de grands hommes malades de gigantisme ou d'acromégalie. L'acromégalie rend les os fragiles spongieux et déformés. Les os trouvés dans les tumulus sont décrits par les archéologues comme incroyablement denses, lourds et solides, comme s'ils étaient taillés dans de l'ivoire. Combinez ces deux faits. Une taille de 3 mètres 6 doigts, pour une meilleure prise et maintien des armes et une double rangée de dents pour tuer. Nous avons devant nous le portrait non pas d'un sage bâtisseur de civilisation, mais d'une machine biologique de mort parfaite, un super prédateur qui se tenait au sommet de la chaîne alimentaire. Et le fait que ce prédateur ait disparu ne dit qu'une chose. Quelque chose dans ce monde est devenu si hostile que même une telle puissance absolue n'a pas pu survivre. Avant de parler de la façon dont ils sont morts dans l'angoisse, il est nécessaire de comprendre comment ils ont pu vivre et prospérer. En effet, nous savons que la physique moderne est impitoyable envers les grandes tailles. La réponse réside dans le fait que notre planète n'a pas toujours été comme elle l'est aujourd'hui. L'argument principal des sceptiques est le suivant: les géants sont biologiquement impossibles, leur cœur ne supporterait pas la charge, leurs os se briseraient sous leur propre poids. Et ils ont raison. Mais ils ont raison seulement dans les conditions modernes de la Terre. Ils jugent le passé selon les lois du présent, oubliant que les paramètres physiques de notre planète ne sont pas constants. Il existe une hypothèse scientifique sérieuse soutenue par certains paléobiologistes et physiciens. Elle stipule qu'à une époque lointaine, à l'ère de la mégafaune et peut-être du début de l'humanité, la pression atmosphérique sur Terre était radicalement différente. Les preuves de cela sont enfermées dans l'ambre, la résine fossilisée des arbres anciens. Lorsque les scientifiques analysent les bulles d'air microscopiques piégées dans la résine il y a des millions d'années, ils trouvent quelque chose d'incroyable. La teneur en oxygène de cet air atteignait 30 voire 35% contre 21 aujourd'hui. Mais ce qui est encore plus important, c'est que la densité de l'air lui-même était significativement plus élevée. Imaginez la Terre comme une gigantesque chambre hyperbare. La pression atmosphérique était 1,5 fois, voire 2 fois plus élevée qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que cela change? Absolument tout. Tout d'abord, la respiration. Dans un air dense, la pression partielle de l'oxygène est plus élevée. Cela signifie que l'oxygène pénètre dans le sang instantanément et en énorme quantité sans effort supplémentaire de la part du cœur et des poumons.
L'hémoglobine se sature au maximum en une seule inspiration. Cela soulage complètement le système circulatoire. Le cœur du géant n'avait pas besoin de travailler à plein régime pour pomper le sang dans un corps immense. L'atmosphère elle-même l'aidait en poussant littéralement l'oxygène dans les tissus. Dans de telles conditions, les êtres vivants ressentent une incroyable montée d'énergie. Les blessures profondes guérissent en quelques heures et la fatigue musculaire se fait presque jamais sentir. C'est cet effet que les athlètes modernes et les médecins utilisent dans les chambres hyperbares pour la récupération. Deuxièmement, le coussin d'air. Un air plus dense a beaucoup plus de portance. C'est ce qui explique le célèbre paradoxe des ptérosaures, des lézards volants de la taille d'une girafe comme le Quetzalcoatlus. Selon les calculs aérodynamiques modernes, le Quetzalcoatlus, avec sa masse énorme et son envergure, ne pourrait tout simplement pas décoller dans notre atmosphère actuelle raréfiée. Il lui manquerait tout simplement la portance, il s'effondrerait. Mais dans l'air dense et épais du passé, il planait facilement s'appuyant sur l'air. Il en va de même pour les insectes géants de la période carbonifère. La libellule Méganera, avec une envergure de 70 cm, ne pourrait pas respirer aujourd'hui. Les insectes n'ont pas de poumons, ils respirent par des trachées, et à basse pression, l'oxygène n'atteindrait tout simplement pas les tissus profonds de leur corps. Mais à l'époque, elle était la reine des cieux. Les géants humains faisaient partie intégrante de ce même système biologique. Dans un monde à haute pression et à haute oxygénation, une taille de 3 ou 4 mètres n'était pas une anomalie ou une maladie, c'était la norme. Leur corps était parfaitement adapté à cet environnement. Leurs os étaient plus solides, leur métabolisme plus rapide et plus efficace. Les textes anciens, y compris la Bible, parlent de personnes vivant jusqu'à 900 ans. Dans des conditions d'oxygénation hyperboréenne, c'est-à-dire de saturation constante en oxygène, les processus de vieillissement ralentissent effectivement, tandis que la régénération cellulaire s'accélère de manière exponentielle. C'était un paradis biologique. L'époque des titans lorsque la planète permettait à la vie d'atteindre son maximum absolu. Certaines théories vont encore plus loin et suggèrent l'existence d'un soi-disant dôme de vapeur d'eau dans les couches supérieures de l'atmosphère. C'est une couche de vapeur d'eau qui créait un puissant effet de serre assurant un climat doux des pôles aux pôles. C'est pourquoi on trouve des restes de palmiers et de forêts tropicales en Antarctique. Et ce qui est crucial, ce dôme protégeait l'ADN des êtres vivants des radiations cosmiques sévères. L'absence de radiation et un climat idéal permettaient à la génétique de fonctionner sans accroc pendant des siècles, excluant la dégénérescence. Les géants n'étaient pas une erreur de la nature, ils étaient son chef-d'œuvre créé pour des conditions idéales. Des conditions qui ont un jour disparu en un jour. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Les textes anciens parlent d'un déluge, d'un géologue, de la chute d'une météorite ou d'un changement de pôle. Le résultat a été le même. Le dôme de vapeur d'eau de l'atmosphère s'est effondré. La pression est tombée, l'oxygène a disparu. Pour les géants, cela a marqué la fin du monde. Le monde qui était leur maison s'est instantanément transformé en chambre à gaz. Leurs poumons ne pouvaient plus saturer leur immense corps en oxygène. Leurs cœurs ont commencé à travailler à plein régime. C'est à ce moment que la Terre leur a infligé le verdict de mort que nous appelons la gravité. Regardons cela du point de vue de l'horreur biologique dans notre monde actuel. Si aujourd'hui nous transportions ce Goliath biblique dans nos conditions, la physique le détruirait en quelques minutes. Ici, la loi du carré du cube entre en jeu. Lorsqu'on triple la taille, le poids du corps augmente au cube, soit 27 fois. Mais la résistance des os qui dépend de la section n'augmente que au carré, soit 9 fois. Nous obtenons une structure qui est 3 fois plus lourde que ce que sa fondation peut supporter. Dès qu'un tel titan essaie de se lever son os de la cuisse, subit une surcharge monstrueuse. Il peut simplement exploser de l'intérieur sous le poids de sa chair se transformant en éclats. Ce n'est pas la vie d'un puissant guerrier, c'est la vie d'un invalide qui craint de faire un pas de trop. Vous pourriez penser que c'est une théorie, mais l'histoire connaît un exemple tragique lorsque la nature a tenté de violer ses interdits dans le corps humain. Robert Wadlow, surnommé le gentil géant Dalton, est né en 1918. En raison d'une hyperactivité de l'hypophyse, il n'a cessé de grandir et à 22 ans mesurait 2,72 m. Sa vie n'était pas un conte de fées, mais un enfer médical. Ses os ne supportaient pas. Il avait besoin de lourdes attaches métalliques aux jambes juste pour se tenir debout. Son système nerveux ne suivait pas. En raison de sa grande taille, les impulsions nerveuses s'affaiblissaient et il ne sentait presque plus ses pieds. Son cœur fonctionnait à la limite. Robert est mort jeune pour une raison banale. Il s'est frotté la jambe avec une attelle métallique.
En raison du manque de sensibilité, il n'a pas remarqué la blessure et à cause de la mauvaise circulation sanguine, puisque le cœur ne pouvait pas pomper un tel volume, une septicémie a commencé. L'homme le plus grand de l'histoire a été tué par la gravité. Cela prouve que notre monde tue les géants. Un autre ennemi des géants est la thermodynamique. Un corps énorme produit 27 fois plus de chaleur, mais la surface de la peau pour le refroidissement n'augmente que 9 fois. Dans notre climat, un géant est condamné à la surchauffe. Toute chasse active ou course entraînera une cuisson à vif de l'intérieur. Les protéines de son sang commenceront à coaguler à cause de la température. Les légendes anciennes disent que les géants étaient lents irascibles et tombaient souvent dans la rage. La science s'explique cela simplement. Leur cerveau souffrait constamment d'hypoxie et leur corps brûlait dans la fièvre. Ils étaient les otages de leur puissance. Laissons de côté la biologie et regardons les pierres. Si les géants étaient des invalides qui a construit le monde ancien, la réponse est simple. Ils l'ont construit avant la catastrophe quand ils étaient pleins de force. Au Liban, dans la fondation du temple de Jupiter, reposent 3 pierres, 3 litons. Chacune pèse 800 tonnes. À proximité dans la carrière se trouve un bloc de plus de 1000 tonnes. L'histoire officielle dit que cela a été fait par les Romains. Mais les Romains n'avaient pas la technologie pour soulever 1000 tonnes. Même les grues modernes se cassent sous un tel poids. Pourquoi tailler une telle pierre si elle ne peut pas être déplacée ? Cela n'a de sens que dans un seul cas, si pour le constructeur cette pierre était levable. Pour un être mesurant 10 à 12 mètres, ce bloc était l'équivalent de notre brique. L'architecture mégalithique à travers le monde, avec ses immenses ouvertures et ses marches hautes comme des demi-mètres, est les ruines d'une civilisation qui vivait dans un autre mode gravitationnel. Nous avons simplement emménagé dans leurs maisons abandonnées. Mais tous les géants ne sont pas des mythes. Certains ont été reconnus par la science. En 1935, un géant topique était découvert, un singe de 3 mètres pesant une demi-tonne vivant à la même époque que les humains. C'est le vrai King Kong. Et en Altaï, des traces de Denisoviens ont été trouvées. Des humains avec des dents énormes et une puissance incroyable. À côté de leurs os, un bracelet en chloritolite avec des marques de perçage a été trouvé. Âge 50 000 ans. Ce n'étaient pas des bêtes sauvages. C'était des branches de l'humanité possédant des technologies que nous commençons à peine à comprendre. Et ils ont tous disparu. Mais ont-ils disparu complètement ? L'histoire la plus troublante s'est produite en 2002 en Afghanistan. Un patrouilleur américain a rencontré près d'une grotte une créature mesurant 4 mètres, cheveux roux, double rangée de dents, odeur de charogne. Le géant a tué un membre des forces spéciales avec une lance le transperçant. L'escouade a ouvert le feu, mais les balles se sont enfoncées dans sa chair. Le monstre n'a été tué qu'avec un tir dans l'œil. Le corps a été évacué et classé secret. Cette histoire suggère une vérité troublante. Peut-être que les restes de la race des géants sont allés sous terre dans de profondes cavités karstiques où la pression élevée et un microclimat sont préservés. Là, ils vivent leur dernier âge ayant dégénéré en monstres de grotte. Il y a un fait qui ne peut être caché dans les archives. Il est inscrit directement dans notre cerveau. C'est l'effet de vallée sinistre. Pourquoi les gens ressentent-ils une terreur animale en voyant une créature qui ressemble presque à un humain mais avec des proportions déformées, robots, grande poupée mannequin ? Les scientifiques disent que l'instinct est une expérience de survie. Nous avons peur des araignées à cause du venin, nous avons peur de l'obscurité à cause des prédateurs. De quoi avons-nous peur en regardant un géant humanoïde ? Cette peur nous dit une chose dans l'histoire de notre espèce. Il y a eu une longue période où nous étions tués et mangés par des êtres qui nous ressemblaient mais qui étaient plus grands. Cette peur est un système d'alerte. Attention, c'est un prédateur de votre espèce. Regardez les contes de tous les peuples du monde. Le géant n'est jamais un sage bienveillant, c'est toujours un ogre stupide et malveillant qui dit « Je sens l'esprit humain ». Jack est le haricot magique, Ulysse est le cyclope David et Goliath. Ce ne sont pas des fantaisies, c'est une chronique documentaire déformée par des millénaires. Nous sommes les descendants de ceux qui se cachaient dans les buissons et les terriers pendant que les géants passaient. Notre psyché conserve la mémoire d'une guerre où nous n'étions pas des soldats mais des proies. Alors comment avons-nous gagné ? Comment des petits hommes faibles ont-ils renversé les anciens dieux et conquis la planète ? La réponse est simple. Nous avons gagné non par la force mais par l'efficacité. Lorsque le monde a changé et que la gravité a écrasé les géants, ils sont devenus vulnérables. Ils avaient besoin de montagnes de nourriture, 50 000 calories par jour, et la nourriture est devenue rare. Nous petits hommes étions comme une nuée. Nous avons besoin de peu de nourriture. Nous nous reproduisons rapidement, nous savons travailler en équipe.
Nous avons utilisé la tactique de l'épuisement. Nous les avons piégés dans des marais où leur poids travaillait contre eux. Nous les avons brûlés dans des grottes comme à Lavlac. Ce n'était pas c'était pas un duel héroïque. C'était une révolte de fourmis contre un éléphant blessé. Aujourd'hui, nous nous regardons dans le miroir et voyons le sommet de l'évolution. Notre petite taille n'est pas une faiblesse. C'est notre armure qui nous a protégés de la gravité. Mais si quelque part au fond de nous, quand nous entendons un bruit fort ou voyons une ombre énorme, ce vieux frisson se réveille en nous. La peur de ceux qui étaient ici avant nous et qui peut-être dorment encore quelque part sous terre attendant que leur temps revienne.